J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. L'immeuble faisait environ 4 étages. Devant, il y avait quelques places de parking. On entrait par une porte vitrée. La réception se trouvait sur la gauche. Il y avait un ascenseur au fond. Un escalier en bois qui parcourait les marches et assourdissait les pas. La façade était plutôt moderne. La pierre blanche. Il y avait des bas-reliefs de forme géométrique, je crois. C'était Ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France. On a quitté Châteauroux au début du mois d'août. On s'est arrêté à Reims, à Nancy et à Toul. On est arrivé à Strasbourg un jour de semaine, en fin de matinée. Ma chambre se trouvait au 2e étage et donnait sur la rue. Celle de ma mère à l'étage du dessus, dans la partie latérale. La mienne devait être à l'est ou au sud-est, car il y avait une très forte lumière. Le papier peint était jaune. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. Habituellement, ma mère et moi partagions la même chambre. Mon père avait fait la réservation et téléphoné. Elle me l'avait passée. J'étais assise sur le lit, anxieuse. On a frappé à la porte. Ma mère est entrée. Bon, il vient de m'appeler, il sort de son bureau, il sera là dans 20 minutes. Tu préfères l'attendre ici ou en bas dans le hall ? Ici. Je me suis mise devant la fenêtre. Mon cœur battait. Qu'est-ce qu'il a comme voiture ? La dernière fois, il a vu une DS, ça fait un certain temps, il a dû en changer depuis. De quelle couleur ? Alors ça, bleu peut-être ? Je n'avais pas de souvenir de lui. Je n'exprimais pas le désir de le rencontrer. Je répondais qu'il était mort quand on me demandait où il était. Reste pas là-bas, Christine. Viens t'asseoir à côté de moi. J'avais vu une seule photo de lui. Elle datait d'avant ma naissance. Il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon ceinturé. Il était mince, il avait les cheveux bruns, des lunettes. La figure masculine de mon enfance était mon oncle. Je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères, un étui à peigne en sky qui se glissait dans la poche d'une veste, parce qu'il aimait s'habiller et se parfumer et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père. En le lui donnant, j'ai été gênée. Je ne l'ai jamais vu l'utiliser. Mon grand-père venait à Châteauroux 1 fois par an. C'était un juif d'Europe centrale, né à Alexandrie, qui parlait 10 langues. Les relations entre ma mère et lui étaient très difficiles. Il y avait peu d'hommes dans mon entourage. Les rapports étaient lointains, les relations limitées à la politesse. Les commerçants, les pères de mes copines, tous mes professeurs étaient des femmes.
Je fréquentais l'établissement privé de la ville. J'y vois rien. Les pères attendaient leur fille à la sortie le samedi. J'en apercevais un au volant d'une voiture ou dans le couloir d'un appartement quand j'étais invitée à un anniversaire. On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée à partir de la photo que je connaissais ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée. Pas de cravate. Le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure. Les cheveux étaient très noirs. Une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. Je suis contente de te connaître. Je pleure, mais c'est parce que je suis contente. Je suis contente. Moi aussi, Christine. Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière. Il avait réservé une table au buffet de la gare qui faisait des spécialités alsaciennes. Tu aimes la choucroute? Pas tellement, non. Je vois que tu as de la personnalité, en tout cas. Ma mère a dit, l'œil brillant, le coin de la lèvre légèrement relevé. Elle a de qui tenir, Pierre. Il a souri. Le sourire était très particulier, les lèvres fines et très étirées. Dans l'ascenseur, il tenait une cigarette entre ses doigts. Les mains avaient la même forme que les miennes. J'ai été surprise que ma mère ne m'ait pas parlé de cette ressemblance. Puis on est passé devant la réception. Je me suis représenté l'image qu'on donnait en guettant les regards avec cette image en tête. J'ai senti une bouffée d'orgueil qui m'envahissait. C'était une sensation de légèreté et d'importance à la fois. Sur le parking, il marchait devant moi. Il n'était pas aussi mince que sur la photo que je connaissais. Il venait d'avoir 44 ans. Tout indiquait la confiance en soi, la manière d'allonger le pas, le balancement des épaules, la façon dont elle jouait dans la carrure de la veste. La tête haute, le dos droit. Ma mère ne déparait pas. Jupe blanche, chemisier vert, collier en ivoire, boucle d'oreille. Il a pointé une direction avec ses clés de voiture au bout du bras. Tu vois la blanche là-bas? Le voyage dans l'Est était fondé sur 3 raisons. La candidature que ma mère venait de poser à la Sécurité sociale de Reims, une amie qui lui avait prêté un appartement à Toul, et la nouvelle loi sur la filiation qui permettait au père de reconnaître a posteriori un enfant naturel. Ils sont bilingues, tes enfants? Leur mère s'adresse à eux en allemand depuis qu'ils sont nés. Ils parlent comme des petits Allemands, c'est très amusant. Toi, tu connais combien de langues? Il a cité un chiffre entre 20 et 30 en le disant approximatif. J'aimerais bien rencontrer tes enfants. Ils sont encore petits, tu sais. C'est pas grave. Tu parles aussi chinois et japonais? Christine, tu vas laisser ton papa un peu tranquille? Il a répondu qu'il n'était pas spécialiste de ces langues, les pratiquait et lisait les journaux. Dans ce domaine, un de ses collègues occupait le poste qu'il occupait pour les langues asiatiques
pour les langues indo-européennes. Il a ajouté en souriant « Nous sommes de bons éléments ». L'après-midi, ma mère et moi nous sommes promenés sur les quais de la Petite France, le quartier qu'il nous avait conseillé de visiter. « Il est formidable, maman. Tu vois que tu peux aller te chercher n'importe qui. » Le fait qu'il l'ait rejetée quand elle avait été enceinte, après avoir voulu un enfant d'elle, la mise au banc qui en avait résulté dans la société de l'époque, qu'il se soit marié avec une Allemande quelques années plus tard dans des circonstances analogues, tout était oublié, relativisé, justifié. Et j'adore son genre d'humour. C'était drôle quand il a dit « nous sommes de bons éléments ». Il a dit ça, oui, tu sais, à propos de la personne qui fait le même travail que lui au Conseil de l'Europe pour les langues asiatiques. Le lendemain, on est parti à Gérardmer. Il faisait beau. On roulait vitre ouverte. Je portais un jean et une chemise indienne. Les pieds nus posés sur le tableau de bord, j'avais les cheveux au vent. L'hôtel donnait sur le lac. De mon lit, je voyais le soleil couchant et une petite lampe éclairait ma lecture. Il nous a rendu visite le samedi. On s'est promené dans un parc. À propos de la couleur intense qui s'abattait sur l'herbe verte, il a utilisé l'expression « sattgrün » en précisant que « ich bin satt » en allemand signifiait « je suis rassasié ». Son visage s'est illuminé à la pensée de l'accord entre les mots et la couleur de l'herbe. C'était ça, un ver rassasié. Un peu plus tard, allongé dans ma chambre, je lisais. Le téléphone a sonné. « Ton papa va partir, il a quelque chose pour toi. Il peut passer te voir ?» Il m'a tendu un sac en plastique qui contenait un dictionnaire d'allemand, une grammaire allemande et une grammaire italienne. Oh, merci. Merci beaucoup. J'étais touchée. Flatté. Il se tenait debout, au fond de la pièce, à contre-jour. Tu es tellement différente de mes autres enfants. Pourquoi ? Avec toi, tout est simple. Et j'ai l'impression que je peux être moi-même. Loulou est charmante. Loulou ? Oui, Louise, tout le monde l'appelle Loulou. Elle est adorable, Antoine est un petit garçon très sympathique, mais ils ne me posent jamais de questions, eux, tu vois, par exemple. Ils ont de la chance pourtant de vivre avec toi, je trouve. J'aurais bien aimé, moi. Pour moi aussi, Christine, c'est une rencontre extraordinaire. Il me regardait dans les yeux. Il a fait un pas en avant et m'a embrassé sur la bouche. Le mot « inceste » s'est immédiatement formé dans ma tête. J'ai pensé en me le formulant, « Tiens, ça m'arrive à moi, ça. » Excusez-moi, je cherche une solution pour voir. Je suis désolée, ce sont des lunettes de soleil. Je n'avais pas prévu que j'aurais besoin de lunettes. On descendait l'escalier. Le sentiment qui dominait en moi était la déception. Ma mère nous attendait en bas dans le hall. Elle a levé la tête. Elle nous a souri. À l'extérieur, il faisait encore très doux. On est resté dehors quelques instants, le temps de se dire au revoir. Je n'ai pas parlé à ma mère du baiser sur la bouche. Je l'ai traité comme un événement unique qui ne se reproduirait pas.
J'ai compté sur une mauvaise interprétation de ma part. Je l'ai extirpée de ma tête. L'image me traversait l'esprit. C'était fugace. Je ne voulais pas la faire exister. Je ne m'y arrêtais pas. Je restais sur l'élan des premiers jours, comme une chanteuse qui tient la note. La lecture des livres de grammaire était difficile. Mon esprit s'évadait. J'étais envahie par une impression informe, diffuse, insaisissable, désagréable, dominée par une inquiétude sur mon avenir et ma vie amoureuse future. Je faisais comme si cette inquiétude n'était pas fondée. Je me focalisais sur les aspects positifs. J'ai mis le baiser sur la bouche entre parenthèses, en espérant qu'il ne referait pas. Il a téléphoné la veille de notre retour à Châteauroux. J'étais assise au bord du lit, combinée à l'oreille. La voix de mon père était douce, proche. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais senti pour personne. Tes enfants, ça n'a rien à voir. Avec toi, j'ai l'impression d'avoir rencontré un autre moi-même. Tu es devenue en quelques jours la personne la plus importante de ma vie. Moi aussi, je ressens ça. C'est parce qu'on se ressemble, tu crois? Peut-être. Je vais te garder dans mon cœur et penser à toi. Tu veux bien? Bien sûr, moi aussi. Tu sais ce qui se passe, là? Quand j'entends ta voix au téléphone, comme maintenant? Non. Mon sexe devient dur. Tu sais ce que ça signifie? Non. Ça veut dire que je t'aime, autant qu'il est possible, et que je ne peux rien contre ça. J'ai reposé l'appareil sur son socle. Je n'ai rien pensé. Je ne ressentais rien. Il faut bien voir l'effort que fait la personne pour ne pas penser et ne rien ressentir. On s'est promené une dernière fois au bord du lac avec ma mère et on a pris la route. Les arbres défilaient par la vitre à intervalles réguliers. Je cherchais dans ma tête comment parler à ma mère du baiser sur la bouche. Ça restait à l'état d'idée. Je voyais la silhouette de mon père à contre-jour dans la chambre, son image au moment où ses lèvres touchent les miennes. Je voulais le dire, mon intention était claire, la forme était vague. Je voulais transmettre l'information, je ne voyais pas comment. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. L'intention était là, elle se fracassait sur un vide. J'ai refermé la parenthèse en espérant qu'elle se rouvrirait. Il est venu à Châteauroux quelques jours plus tard, avant Noël. Je ne me souviens pas qu'il ait dit ou fait quelque chose de particulier cette fois-là. Il s'est comporté normalement, je crois. Il a fait une première visite à Reims fin février. Je l'ai attendu avec un mélange d'impatience et d'appréhension. On est allé à Amiens. Dans la voiture, j'ai posé une question sur l'école d'interprétariat de Genève. Il m'a dit qu'elle était excellente, mais difficile. On traversait un paysage banal, des plaines, un ciel gris. Il portait un pantalon en velours. Ses deux mains étaient sur le volant. Il en a posé une sur mon genou. J'ai fait comme s'il ne se passait rien. Je ne voyais pas quoi dire ni comment. Je n'ai rien dit. Je regardais le paysage devant moi, le pare-brise,
les essuie-glaces couchés au bas de la vitre. La main allait et venait sur ma cuisse. Elle s'est déplacée vers le haut. J'ai été consciente de sa position à tout moment. Mon attitude était celle de quelqu'un qui n'a rien de particulier à dire, donc qui ne dit rien, qui ne fait rien. Mon état intérieur était à l'opposé. J'étais agitée. Ce que je ressentais aurait mérité d'être exprimé si je m'en étais sentie capable. Je dissimulais mon incapacité par un comportement sans histoire. Les passages de main m'inquiétaient. J'appréhendais leur parcours. Je craignais qu'il devienne de plus en plus difficile de faire semblant que la limite n'était pas dépassée, ou de faire semblant d'accepter qu'elle le soit. Je ne les aimais pas. Il était impératif que ça ne dépasse pas une certaine limite. Parce que je savais que je ne saurais pas quoi dire dans ce cas. Mon esprit était occupé à raisonner. Il n'était pas vide. C'était une surveillance de tous les instants, proche, serrée sur le mouvement. J'avais une fonction, la surveillance, le déplacement de la paume de main ou même d'un doigt sur le tissu de mon pantalon ne m'échappait pas. Je surveillais, je surveillais, je surveillais. J'étais obnubilée par ma fonction, d'autant plus qu'elle risquait d'être inutile et que je le savais, je le sentais, je le prévoyais. Je n'étais pas bien. Si la limite que je pouvais faire semblant de supporter venait à être dépassée, comme je ne pourrais rien dire, je serais foutue. J'avais conscience que je ne saurais pas réagir et que j'aurais peut-être à en supporter plus. Mon raisonnement se bloquait avant. Je n'allais pas jusque-là. Je continuais d'interpréter les passages de main comme anodins et de m'accrocher à leur innocence. Il y avait un problème, je le savais, ça n'allait pas. J'aurais préféré qu'il ne me touche pas. J'ai préféré estimer que la limite n'était pas franchie et que ça passait. Dans le cas contraire, je n'aurais pas su comment réagir. J'ai préféré garder une interprétation favorable de la situation le plus longtemps possible, sachant que je n'avais pas d'autre solution. J'ai repoussé plusieurs fois la limite acceptable. J'étais pressée de sortir de la voiture, d'être mêlée aux passants. On est entré dans une cathédrale. Il m'a aidé à décrypter des inscriptions latines. Je me suis sentie privilégiée. On a visité les ortillonnages. On a déjeuné hors de la ville dans un restaurant classé. Le maître d'hôtel m'a proposé de la crème fraîche avec le saumon fumé. Non merci, j'aime autant avec du citron. Mon père m'a demandé, après son départ, pourquoi lui as-tu dit j'aime autant? Parce que je préfère. Alors dis je préfère. J'aime autant est une expression qui prouve un esprit moutonnier en prétendant à l'originalité, c'est idiot. Comme ces journalistes qui écrivent persiste et signe en croyant se distinguer alors qu'ils emploient un poncif. Moi, si j'étais journaliste, il a levé la main comme s'il tenait un stylo. Moi, si j'étais journaliste, il l'a rabattu sur la nappe. J'écrirais persiste, point. Et ce serait justement là l'originalité. Les portes de la déesse se refermaient avec un bruit lourd. À l'intérieur, on se sentait coupé du monde. Des cassettes enregistrées traînaient sur le tableau de bord. Je peux ? J'ai glissé l'adagio d'Albinoni dans la fente de l'appareil, calé mon dos sur le siège et renversé la tête en arrière sur l'appui-tête. Tu es fatigué? Tu veux t'allonger sur mes genoux? Non, je suis bien comme ça. Tu peux mettre ta tête sur mon épaule? Non, ça va. Il n'a pas insisté. J'ai pensé, voilà, il suffit que je dise non.
J'étais assise sur mon siège, ses mains sur le volant. J'étais consciente qu'elle pouvait revenir. J'en avais peur. Mon attitude ne reflétait pas ma peur. Je pensais une chose, j'en manifestais une autre. Quand je dis que je ne pensais pas, c'est parce que je pensais tout le temps à quelque chose. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Mon esprit était toujours occupé. Je surveillais tout. C'était une surveillance constante, sans relâche, les gestes, les expressions. Je traquais les signes d'évolution. Je contrôlais ce qui était effectif. J'appréhendais ce qui pouvait survenir. Donc je ne pensais pas. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Je n'avais pas le temps. Je devais juger, affiner le jugement, voir où c'en était, surveiller la situation. Je devais adapter mon point de vue à tout moment, le préciser. Je passais mon temps à surveiller quelque chose sur quoi je n'avais aucun impact. Je ne pensais pas à moi, ni à la jeune fille que j'étais. Je n'avais pas le temps. J'avais autre chose à faire. Identifier ce qui lui arrivait pour limiter les avancées, envisager des parades, imaginer leur mise en œuvre. La surveillance ne changeait rien. Les gestes avaient lieu, surveillance, barrage, contrôle. Quand ils arrivaient, il fallait faire semblant que ce n'était pas grave. Faire semblant est devenu une attitude générale, un automatisme applicable à tout, qui imprégnait toutes mes relations. L'attitude que je devais adopter avec lui déterminait ma façon de parler de lui aux autres. Il fallait qu'il y ait une cohérence. Je ne pouvais pas passer d'un état d'esprit à un autre radicalement différent selon les interlocuteurs. Lui ou les autres, lui ou ma mère, lui ou Véronique. Il fallait que ce soit cohérent avec tout le monde, avec lui et avec les autres. Je barrais l'accès aux points négatifs avec lui et avec les autres. J'insistais sur les points positifs, je les accumulais. J'en faisais une forteresse à l'intérieur de laquelle ce qui existait n'existait pas. L'adagio d'Albinoni en fond sonore, on roulait dans une forêt. J'étais plutôt bien. Mon genou était libre. Il a remis sa main. Je m'y attendais. Je savais qu'il allait le faire. Je n'avais pas lâché. J'étais restée en état d'alerte. Les muscles de mes jambes étaient tendus sous la main. L'état d'alerte ne changeait rien. Les muscles de mes jambes étaient tendus sous la main. Je ne pouvais rien empêcher. J'ai pensé qu'il fallait s'assurer d'un dosage et surveiller le dosage pour que les passages de main ne fragilisent pas trop le rapport normal. Ce risque me préoccupait. Je savais que la main allait repartir. Qu'il allait la remettre sur le volant. Je me concentrais sur cet horizon. C'était un but. Comme quand on regarde la côte depuis un bateau. J'étais impatiente de l'atteindre. Je regardais le tableau de bord ciré, l'empilement des cartes routières dans la boîte à gants, le bouton bleu de la radio. Le paysage défilait par la vitre latérale. Regardez sur le côté m'aidait. Une plaine grise, fondue avec le ciel. Mais pas très beau comme paysage. Intérieurement, j'argumentais pour moi-même. Une de mes thèses était « c'est par manque d'habitude que je suis mal à l'aise ». Ces gestes peuvent sûrement s'intégrer à une relation père-fille normale. Je ne croyais pas à mes propres arguments. Ils étaient forcés, tirés par les cheveux. Je savais que ce n'était pas ça. La probabilité n'était pas nulle, elle existait. C'était une de mes thèses. La deuxième était que les passages de main empiétaient, risquaient d'empiéter sur le rapport père-fille normal. Je n'étais pas naïve, je le savais. Mais n'en demeurait pas moins des gestes anodins. Je ne les appréciais pas à titre personnel. Une main sur un genou. C'était une déception comparée à l'idéal. Il provoquait en moi de la crainte. Mais ce n'était pas grave. C'était la deuxième thèse. Il y avait une troisième option. L'incertitude.
L'interprétation pas si évidente, pas si claire. Je m'accrochais à cette incertitude, m'en voulant de ne pas être plus à l'aise, me trouvant bête, gamine, ridicule. La route traversait une plaine. J'essayais de faire comme si je ne sentais pas la main et que ça n'avait pas d'importance. Faire semblant, imaginer, me mentir à moi-même étaient mes recours. Donc j'étais concentrée. Il le fallait. Je suis rentrée à la maison le dimanche soir. Ma mère avait été seule tout le week-end. Elle était allée au cinéma. Le film était bien? Oh, tu sais, c'est pas très drôle. Tous les autres sont en couple, toi t'es là, toute seule, comme une imbécile. Le film était bien ou pas? Sans plus. De toute façon, j'ai le cafard en ce moment. T'inquiète pas, ça va passer. Et toi, ça a été? Très bien. Distordre la réalité. D'un côté, un blackout total. De l'autre, une mise en lumière excessive me demandait des efforts. Il fallait ignorer des pans de réel entiers. Éclairer les points positifs, faire semblant d'avoir oublié certaines scènes, maintenir à flot un niveau de fierté. Il était passionné d'aviation et prenait des cours de pilotage. Il a obtenu son brevet. Il est venu me chercher en avion pour aller au Touquet. Une femme se promenait sur la plage. Il a trouvé émouvante la façon dont elle chancelait sur ses jambes. Un peu plus loin, il m'a fait remarquer un homme qui avançait en plantant ses 2 pieds dans le sol et s'est émerveillé des différences entre les sexes. « Tu aimes être une femme ?»« Oui. »« Pourquoi aimes-tu être une femme ?» Je n'ai pas trouvé d'argument. Je n'ai pas su justifier ma réponse. Je n'ai pas pu expliquer. Il me regardait en appui sur un coude. « Tu es belle ?» Il a mis sa tête entre mes jambes. C'était une situation. Il a commenté la forme de mon sexe, la couleur, l'odeur. Il l'a caressé. C'est bizarre, j'ai de la sueur au sexe. C'est pas de la sueur. Ça veut dire que tu aimes. Il a fait des remarques sur le goût. Il a mis un doigt à l'intérieur de mon vagin. Le doigt s'est enfoncé. C'est difficile, tu sais, pour un homme de désirer une femme pendant des heures, sans pouvoir se libérer. Regarde mon sexe, tu vois? Touche. Tu veux bien le toucher? Au restaurant, sa chaussure touchait la mienne. Il me regardait fixement. Je bande. Et si ma vie est gâchée? Au contraire, tu ne risques rien avec un homme qui t'aime. Pourquoi au contraire? Tu gagneras du temps. Les femmes se plaignent beaucoup, tu sais, des difficultés qu'elles ont avec les hommes. La plupart ne font pas attention à elles, ils ne savent pas leur faire l'amour, ils ne savent pas ce qu'elles aiment. Toi, tu auras une expérience, tu auras un point de comparaison. Pourquoi tout le monde dit que c'est dangereux alors? Et pourquoi c'est interdit? Ça n'a pas toujours été le cas. Dans certaines sociétés très évoluées, c'était un signe de distinction, au contraire, de supériorité.
C'était un privilège qu'on accordait aux pharaons de pouvoir épouser leurs filles dans certaines civilisations. Une marque de la très haute aristocratie. Oui, mais nous, on n'est plus dans cette civilisation. Il m'a téléphoné à l'occasion d'une mission à l'UNESCO pour me proposer de le rejoindre à Paris. J'aimerais bien avoir des relations avec toi comme celles qu'ont les autres enfants avec leur père. Je voudrais savoir ce que c'est. Je voudrais vraiment connaître ça. J'en ai besoin. Est-ce que tu serais d'accord ? Bien sûr. C'est pas le plus important entre nous. J'ai pleuré de joie au téléphone. J'avais peur que tu veuilles pas. On a pris à droite en direction de la Seine. Je lui donnais le bras. Il a dit au bout de quelques mètres, « Tu te rends compte de ce que tu fais là ?» « Quoi ? Tu ne te rends pas compte que tu serres ton sein contre moi ? » ?»« Non. »« Tu es sûr que ce n'est pas volontaire ? » ?»« Mais non, pas du tout. Je ne fais pas exprès, je t'assure que non. En tout cas, sache que tu me fais bander. » Ma chambre avait 3 grandes fenêtres qui donnaient sur la rue. Le regard ému, il tapait le bout de son sexe à l'entrée du mien. J'ai mis ma main sur son torse. « Attends, je voudrais te dire quelque chose. » Son corps a basculé sur le côté. « Je préférais que tu n'entres pas dans mon vagin et que ce ne soit pas toi qui me déflore. Tu veux bien ? » ?»« Ne t'inquiète pas, je reste au bord. Laisse-moi encore un petit peu, c'est tellement bon. Tu n'entres pas, hein ? Sinon, moi, plus tard, j'aurai plus rien à découvrir quand je serai avec un garçon. Ne t'inquiète pas. » J'ai pensé, je me suis peut-être trompée sur lui. Il n'est pas égoïste, en fait. Il se soucie de mon avenir. Il ne pense pas qu'à lui. Je l'ai peut-être jugé trop sévèrement. Je ne lui fais pas assez confiance. Ce n'est pas bien. J'ai tort. Je ne t'imposerai jamais quelque chose que tu ne souhaites pas, et on aura tout le temps de le faire après. Je me suis dit qu'il avait renoncé à un point important pour lui. J'ai considéré que j'avais remporté une bataille. J'ai vu cet arrangement comme une victoire, un deal, un marché entre 2 parties ayant traité à égalité, à la suite d'une négociation que j'avais menée. J'ai pensé que j'avais été habile, que je m'étais bien défendue, que j'avais préservé quelque chose d'essentiel pour mon avenir. J'étais fière d'avoir sauvé une partie de mon corps et de mon intimité. Je ne me suis pas dit que c'était dans son intérêt en cas de dénonciation et d'examen médical. La victoire n'était pas totale, elle était partielle, j'en étais consciente. Je savais qu'il y aurait des dégâts. J'ai gardé tout le week-end l'impression que 2 mains appuyaient sur ma glotte. Par hasard, place d'Erlon, dans la foule, au cours d'une manif, de dos, j'ai reconnu Claude et lui ai tapé sur l'épaule. Il avait quitté Sciences Po. Il passait le CAPES d'anglais.
On a commencé à se voir. On allait au cinéma. On voyait des spectacles. On parlait des heures dans des cafés. Je n'étais pas sûre qu'il me plaise. J'aimais sa silhouette, sa démarche, sa voix. Quand une relation devenait importante, je disais ce qui s'était passé avec mon père. Je ne suis jamais restée avec quelqu'un sans lui en parler. J'utilisais les mêmes mots. L'ayant dit une fois, je pouvais le redire. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Ça ne changeait pas grand-chose. Les uns pensaient que j'allais bien parce que je ne l'avais pas dit, les autres parce que je l'avais dit. Dire n'a jamais été un enjeu. Ça a été un moyen, au début, pour m'aider à ne plus voir mon père. Puis, c'est devenu un passage obligé. Claude et moi, on marchait dans les feuilles mortes en parlant de notre avenir lointain. On s'est dit qu'on voulait marcher côte à côte comme ça toute notre vie. On a décidé de se marier. On a déposé les bans à la mairie. La date a été fixée au 30 janvier. J'ai pensé, je dois être particulièrement forte, particulièrement équilibrée. J'ai vécu un inceste, bon, d'accord. Mais je n'ai pas été détruite. Je réussis mes études. Je viens de rencontrer quelqu'un. Je l'aime. On va se marier. L'inceste, c'est fini, c'est terminé, c'est clos. Je suis passée entre les gouttes. Je suis tirée d'affaire. J'ai beaucoup de chance. J'avais 22 ans. J'avais déjà été plusieurs personnes. La fille sans père de Châteauroux, la fille émerveillée de l'avoir rencontrée, celle qui ne disait à personne ce qu'elle vivait en réalité. Il y avait une sortie de route. Ma vie s'était arrêtée, elle reprenait. Ma vie reprenait. Laquelle? Celle d'avant? D'avant mes 13 ans? Celle que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas eu ça? Elle reprenait où? Là où elle s'était arrêtée? C'était possible? Je me sentais bien. Je me sentais libre. Je ne voyais plus mon père. Ça me faisait du bien. C'était bien. C'était définitif? Ou est-ce que le temps allait passer et que j'allais le revoir dans d'autres conditions? Est-ce que j'avais renoncé à le voir? J'étais bien, je respirais. Mais j'étais où? J'étais qui? J'étais dans quelle vie? Je respirais, j'étais libre, j'étais bien. Mais il n'y avait rien d'essentiel. Je ne faisais rien d'essentiel. Je ne savais juger ni les événements de ma vie, ni mes sentiments, ni ceux des autres. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Je voyais ce qui me manquait, ce que je ne vivais pas. Je savais que j'avais un problème à régler. Je ne savais pas comment le résoudre. Je me demandais si quelque chose pouvait m'arriver, qui changerait le cours de mon existence. Je ne me sentais pas vivante, pas en train de vivre. J'étais comme endormie, comme anesthésiée. J'avais des inquiétudes sur ma santé que je gérais plus ou moins, un nœud dans la gorge en permanence, et de la peine pour la jeune femme que j'étais. Je trouvais que mes 23 ans n'éclataient pas. Mon médecin savait que j'avais vécu un inceste. À la fin d'une consultation, je lui ai demandé « Est-ce que vous croyez que je devrais faire une psychanalyse ? Ce serait une très bonne idée. » Il a griffonné un nom sur un papier et me l'a tendu. « Tenez, c'est quelqu'un de formidable, il m'a dénoué des situations terribles. » Dans les débuts de l'analyse, après une nuit difficile, un dimanche matin, j'ai appelé mon père.
Une voix féminine a répondu. « Angot, oui, allô ? Est-ce que Pierre est là, s'il vous plaît ?» La voix a crié « Papa !» J'appelais chez lui pour la première fois. « Oui, allô ? C'est Christine. Comment vas-tu ? J'ai envie de me foutre en l'air. » Ne dis pas des choses horribles. Que se passe-t-il ? Il se passe que je n'arrive plus à vivre, que je ne dors plus, que je voudrais qu'on me donne un coup de marteau sur la tête, au moins comme ça je dormirais. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'y arrive plus. J'ai été obligée d'arrêter mes études. J'arrive plus à rien. À rien. Je ne sais pas de quelles études il s'agissait, tu n'en as jamais parlé. Un DEA de droit social à la Sorbonne, très difficile à obtenir. Je n'arrivais plus à étudier. J'étais tout le temps fatiguée. Je vais très mal. J'ai perdu 15 kilos. Tu devrais voir un médecin. Qu'est-ce que tu crois ? Je vois que ça, des médecins. Toi, pendant ce temps-là, tout va bien ? Ta famille, ton dimanche ? Tu passes un bon dimanche, là ? Avec ta petite famille, ils sont contents ? Ils vont bien ? Ça va leur vie ? Je t'en prie, calme-toi. Comment ça se passe avec ton mari ? Tu t'es mariée ? Heureusement qu'il est là. C'est la seule personne qui me fait du bien. Je ne vais pas pouvoir rester au téléphone. Tout le monde commence à se demander ce qui se passe. Tu peux m'appeler demain au bureau ? Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai passé une nuit horrible, une de plus, pour que tu saches les conséquences de ce que tu as fait. C'est tout. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi ? Je dis n'importe quoi ? Comment tu oses ? J'ai été obligée de commencer une psychanalyse. J'ai fait 3 fois par semaine. C'est dur, c'est très dur. Ça coûte cher. Tu m'as fait beaucoup de mal, beaucoup. Voilà ce que je voulais te dire pour que tu le saches. J'ai envie de crever. Je veux que tu le saches et que c'est de ta faute. Tu devrais faire attention, tu sais. Ce genre de traitement ne convient pas à tout le monde et peut causer beaucoup de dégâts chez certaines personnes. Mais oui, bien sûr. C'est la psychanalyse qui cause des dégâts. J'ai claqué le combiné sur son socle. Ma mère a tapé mon manuscrit. Je l'ai envoyé à des éditeurs. Je n'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Je lui ai écrit. Dans la lettre, je disais que j'allais mieux, qu'il était mon père, que je tenais à lui et que j'aimerais qu'on ait enfin des relations filiales. Il a répondu. Il était d'accord. On s'est donné rendez-vous à mi-chemin entre Reims et Strasbourg. J'ai dit à Claude et à ma mère qu'il acceptait d'avoir des relations normales et que je le rejoignais à Nancy. Ils ont exprimé des doutes. J'ai répondu que je me sentais forte. Comment vas-tu ? Très bien. J'ai fait des études au Collège d'Europe. C'est une excellente école. On a beaucoup d'administrateurs au conseil qui en viennent. J'ai arrêté parce que j'ai écrit un roman. Formidable. Tu comptes l'envoyer à des éditeurs ? C'est déjà fait. Tu attends les réponses alors ? Oui. Et comment ça se passe avec ton mari ? Il vit à Nice, lui, maintenant. On est séparés. Mais il reste la personne dont je me sens le plus proche. J'ai entièrement confiance en lui. C'est plutôt rare, tu sais, dans un couple. Pourquoi vous séparez-vous ? C'est dommage. Quand j'ai été malade, on a traversé des moments difficiles. Ça nous a abîmés. Et comme je ne suis pas très sensuelle, physiquement, les relations sont devenues compliquées. Et moi, sensuelle à 25 ans, qu'à 15 alors ? Je n'ai rien répondu. J'avais peur. Je comprenais que j'avais été naïve, que je n'aurais pas dû venir à Nancy, qu'il me rappelait à la fonction sexuelle qui m'avait été attribuée et au rang d'enfant de seconde zone qui n'avait jamais cessé d'être le mien. Il a pris les clés à la réception de l'hôtel. Il m'a accompagnée dans ma chambre. Il était très excité. Il effleurait mes lèvres et les pinçait entre les siennes. Il me disait des mots d'amour en caressant mes cuisses et mes fesses. Il a introduit le bout de son sexe dans mon anus. N'aie pas peur, détends-toi, tu es trop crispée là. J'ai dit, attends. Je me suis mise sur le dos, bras écartés, sans résistance. J'ai pensé, tant pis.
J'en ai marre d'essayer d'argumenter. Ça ne sert à rien. Je me suis sabordée. Je ne croyais plus à rien. Je me suis soumise à la réalité. Je voulais que ce soit clair et définitif, qu'il n'y ait plus rien à protéger, plus de limites à surveiller, ne plus être confrontée à mes échecs. Ma vie amoureuse était saccagée, je le savais. Il n'y avait plus rien à faire, un peu plus, un peu moins. Ce n'était qu'une différence de degré. J'étais indifférente à moi-même, à ma vie, à mon avenir. Ça me rendait triste, j'étais triste. Ça n'avait plus d'importance. Puisque faire autrement était impossible, que c'était inexorable, je n'avais plus d'argument à opposer à mon père. Celui de la virginité, qui avait été pertinent 13 ans plus tôt, ne l'était plus. Après la visite de mon père à Nice, les contacts se sont résumés à des coups de fil. On parlait de ses recherches dans linguistique, de mes envois aux éditeurs. Je n'étais toujours pas publiée. Mon dernier manuscrit contenait une allusion à l'inceste. Une toute petite phrase à la dernière page, ce n'était pas développé. Je l'ai envoyé à mon père. Il m'en a parlé au téléphone. « Tu as un style, c'est bien. » J'ai noté une ou deux petites choses, oui. Dans la scène à Amsterdam, tu écris « On vit, on choisit, on part ». Tu peux éluder le sujet. On vit, choisit, part. Pourquoi pas? Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi. C'est intéressant, c'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Tu as vu la dernière page? Bien sûr. Ça ne te gêne pas? Pas du tout, c'est une question de style. Il faudrait que le lecteur s'interroge, qu'il se demande s'il est dans le rêve ou dans la réalité. Que ce soit un peu incertain, un peu à la manière de Rob Grillet. Tu as lu son dernier roman, Jean? J'ai éclaté de rire en raccrochant. Je marchais dans l'appartement, de long en large, d'un mur à l'autre, de la porte à la fenêtre, en parlant toute seule. Tu te trompes lourdement, mon vieux. Ah non! Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne vais certainement pas le faire à la manière de Rob Grillet. Alors là, certainement pas. Je haussais les épaules, j'écartais les bras. Tu as vraiment imaginé que j'allais continuer à t'obéir à ce point-là? T'es un peu con, en fait. Ouais, t'es con. Connard, va. Qu'on ne sache pas si on est dans le rêve ou la réalité. C'est toi qui rêves. Si j'écris, tu penses que c'est pour m'aplatir? Il est fini ce temps-là. Pauvre con, va. Tu penses que j'avais besoin de toi pour me donner l'idée d'écrire ce que j'ai vécu? Tu me prends pour qui? Je te méprise, en fait. T'es juste un pauvre petit bourgeois littéraire de merde, à la manière de Rob Grillet. Non mais, tu vas mal ou quoi? Si j'arrive un jour à écrire ce truc, ce sera certainement pas la méthode que j'emploierai. Certainement pas. Ce sera tout à fait clair. Au contraire, j'espère, si j'y arrive, pauvre con. J'ai lu Jean dans l'avion qui me ramenait vers Nice. J'ai publié un livre. Il était question d'une mère et de sa fille. La mère avait vécu un inceste. Une journaliste a demandé à mon éditeur si c'était mon cas et si j'accepterais d'en parler à son journal. L'éditeur m'a appelé. On n'a aucune presse, personne ne parle du livre, les ventes ne décollent pas, on en a vendu 60. Alors, je comprends que ce ne soit pas l'idéal, mais Isabelle Lefranc, c'est quand même la responsable des pages livres de Marie-Claire. On n'a que ça, on n'a rien d'autre? Rien. Elle, ce qu'elle veut, c'est un témoignage. Je ne fais pas de littérature de témoignage. Ils vont me réduire à ça. C'est dangereux pour moi. Je ne veux pas devenir de la chair à canon pour les journaux. Je n'ai pas envie de finir dans les pages société des magazines. Écoutez, moi, j'ai fait un deal avec elle. Elle s'est engagée, si vous acceptez, à parler aussi du livre et de littérature. Elle habitait dans le 5e et enregistrait sur cassette. Et du point de vue
sans être trop intime, mais nous parlons de choses tellement intimes en même temps, du point de vue sexuel, n'était-ce que désagréable ou y avait-il un mélange? La question du plaisir, vous voulez dire? Oui. Est-ce qu'on demande à un enfant battu s'il a eu mal? Pourquoi demande-t-on à un enfant violé s'il a eu du plaisir? Un enfant battu est humilié par les coups, un enfant violé par les caresses. Ce sont des stratégies d'humiliation dans les deux cas. L'inceste est un déni de filiation qui passe par l'asservissement de l'enfant, la satisfaction sexuelle du père ou d'un personnage puissant de la famille. Savoir qu'il est asservi, humilié, déclassé, que sa vie est foutue et son avenir en danger, quel plaisir un enfant peut éprouver à ça? La semaine dernière, il y avait une émission à la télévision, je ne sais pas si vous l'avez regardée, de Jean-Luc Delarue, oui, en partie. Plusieurs victimes reconnaissaient avoir éprouvé du plaisir. Ah ben. Il faut bien participer un peu au blabla et à la vulgarité ordinaire de la plupart des conversations sexuelles, surtout à la télé. Sur le mode, on ne va pas se mentir, il faut dire ce qui est et compagnie. Ces victimes, alors qu'elles sont vues comme des pestiférées, vous croyez qu'elles avaient envie d'ajouter cette honte-là à leur palmarès? Elles pouvaient faire autrement, vous pensez, dans leur situation, que d'essayer d'avoir l'air cool avec la sexualité, comme tout le monde, comme celui qui les interrogeait, les gens qui regardent, etc., pour se sentir un peu intégrés? C'est la question qui est obscène. Ça m'a révoltée. L'inceste est une mise en esclavage. Ça détricote les rapports sociaux, le langage, la pensée. Vous ne savez plus qui vous êtes. Lui, c'est qui? C'est votre père, votre compagnon, votre amant, celui de votre mère, le père de votre sœur. L'inceste s'attaque au premier mot du bébé qui apprend à se situer papa, maman et détruit toute la vérité du vocabulaire dans la foulée. Vous dites, dans votre roman, que vous ne vouliez pas qu'il vous déflore. Il vous a défloré autrement, cependant. On le voit dans le livre, on le voit bien. Et ça, en plus, c'est d'une violence physique. En plus, qu'est-ce qu'on ressent? On se sent sale dans ces moments-là? Ce n'est pas un problème de saleté ni de souillure, c'est un bannissement, l'inceste. C'est un déclassement à l'intérieur de la famille qui se décline ensuite dans la société avec une même logique qui se répand. Depuis combien de temps ne le voyez-vous plus? La dernière fois, j'avais 28 ans, j'en ai 35. Êtes-vous retourné dans l'Est, sa région? Je ne peux pas, pour l'instant. C'est un lieu trop hostile pour moi. Je suis rentrée à Montpellier le soir, je me sentais salie. J'avais l'impression que mon livre avait été piétiné. J'ai pleuré toute la soirée sur le canapé du salon, dans un grand gilet gris qui m'arrivait à mi-cuisse. La journaliste m'a téléphoné le lendemain. J'ai décrypté l'entretien, c'est extraordinaire. Vraiment, il est formidable. Ma rédactrice en chef est ravie. Les jeunes femmes qui ont vécu ça n'ont pas le niveau que vous avez d'habitude. Et c'est ça qui est passionnant dans votre témoignage. Il y a un problème tout de même auquel je n'avais pas pensé et que ma rédactrice en chef a vu tout de suite. Vous portez le nom de votre père? Oui. Il a été condamné par la justice? Non. Voilà. Alors nous, au journal, on risque d'avoir un problème. Donc on ne peut pas le publier avec votre nom. Ah bon? Mais moi, j'ai quand même une proposition à vous faire. Ce serait de publier l'entretien sous un pseudonyme ou une périphrase du genre la jeune femme, quelque chose comme ça. Et moi, parallèlement, comme je n'ai encore rien écrit sur votre roman, je pourrais faire un papier dans les pages livres, une bonne critique, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je trouve ça un peu dur, quand même, que ça paraisse sans mon nom. Non, je ne vais pas accepter. C'est dommage. Si vous ne publiez pas l'interview avec un pseudonyme, je suppose qu'il n'y aura pas non plus la critique de mon livre dans le journal, du coup. Ben non. Donc il ne me restera aucune trace du moment qu'on a passé ensemble. C'était très important pour moi, ce moment, je voulais vous le dire. Éventuellement, vous accepteriez de m'envoyer les cassettes pour qu'il m'en reste quand même une trace? Bien sûr. J'ai retranscrit ces questions, le ton, le rythme, les mots, pour démontrer qu'on ne peut pas parler à ces gens-là d'égal à égal, qu'on est sommé de leur répondre comme à des confidents. Ils ne savent pas écouter, ils font semblant, ils intègrent vos paroles au discours général. Donc peu importe votre nom, pas besoin d'inventer une forme, vous êtes obligé d'utiliser celle qui existe, le témoignage. Et vous êtes mis au service d'un discours indifférencié qui conduit à l'indifférence.
Eux, pendant ce temps-là, continuent de jouir de la pitié qu'ils éprouvent depuis leur position surélevée. J'ai écrit un roman sur le sujet qui a été refusé par mon éditeur et je me suis mise à la recherche d'une nouvelle maison d'édition. J'ai été invitée par le TNS, le Théâtre national de Strasbourg. Ils avaient accueilli pour 15 représentations une pièce que j'avais écrite et me proposaient une rencontre avec le public. Au premier rang, une jeune femme a levé la main. « Est-ce que vous-même, vous avez vécu ce dont parle la pièce ? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » D'après moi, oui. Ce qu'a vécu la jeune fille de la pièce, oui, je l'ai vécu. Enfin, vivre. Vivre les choses. Est-ce qu'on les vit ? Est-ce qu'on est là ? On est là. On aimerait mieux ne pas y être, mais on y est. Ce n'est pas vivre vraiment, ce n'est pas des choses qu'on vit, pas vraiment. On y assiste, on regarde. Tiens, il se passe ça. La rencontre a été suivie d'une séance de dédicace. J'ai regardé s'il n'y avait pas mon demi-frère ou ma demi-sœur au fond de la salle. L'après-midi, dans la ville, je n'avais pas pu m'empêcher non plus de me demander si je ne croisais pas par hasard un adulte qui aurait pu être l'un des deux en imaginant leur physique transformée par les années. Après les dédicaces, l'équipe du spectacle m'attendait dans un restaurant. Je les ai rejoints. Le lendemain, dans le train qui me ramenait à Paris, j'ai repensé à ce dîner. Fin de journée, fin de soirée, atmosphère légère. Les acteurs me racontaient comment les représentations s'étaient déroulées à Strasbourg, les spectateurs qui les attendaient après le spectacle. Certains avaient connu mon père, des femmes qui avaient travaillé au Conseil de l'Europe. Après avoir échangé un regard avec une autre, une des actrices a hésité et m'a souri. Plusieurs personnes nous ont dit que ton père était un homme très séduisant. Je me suis sentie seule, au milieu d'eux, seule et trahie. J'ai pensé qu'il fallait avoir subi l'esclavage sous une forme ou sous une autre, avoir été asservie pour comprendre ce qu'était l'inceste. Et que, quand le père démontrait par cet acte qu'il ne considérait pas sa fille comme sa fille, mais comme autre chose, qui n'avait pas de nom, toute la société le suivait, prenait le relais, confirmait. Ça pouvait être un journaliste qui écrivait à propos d'un de vos livres « On avait Madame du Défend, on a Madame du Derrière ». Un autre, il faudra songer à créer un comité de défense du trou de Christine. Ça pouvait être un animateur télé qui ricanait en lisant à haute voix un passage dans lequel la narratrice, qui portait votre prénom, essayait d'attraper avec la bouche des quartiers de Clémentine sur le sexe de son père assis sur la lunette des toilettes. Ça pouvait être une femme parmi les invités qui riait à gorge déployée parce qu'elle s'appelait Clémentine, ou un autre animateur qui prenait une mine de circonstance dans une émission de débat et demandait aux victimes d'inceste qui témoignaient sur son plateau si elles avaient eu du plaisir pendant les actes. Et ça pouvait être aussi les acteurs qui venaient de défendre votre texte sur scène, qui vous faisaient partager le point de vue de spectateurs ayant connu votre père et le trouvant séduisant, qui posaient sur vous un œil brillant et interrogateur comme si vous étiez l'une de ses conquêtes. Ou un écrivain, mort aujourd'hui, réédité, commenté, admiré, que vous aviez connu de son vivant et qui vous avait expliqué, au premier étage du Café Beaubourg,
en vous regardant droit dans les yeux d'un air de défi, qu'une de ses amies avait vécu un inceste avec son père et que ça s'était très bien passé. Ou un avocat qui plaidait au tribunal l'inceste consenti, l'accusé qui sortait libre, un magistrat qui lui serrait la main en lui disant « Soyez heureux, monsieur ». 2 ans passaient, la fille prenait la fuite avec l'enfant qu'elle avait eu avec son père et trouvait refuge chez son employeur. Le père tuait la fille et l'employeur. Mais ça pouvait être l'avocat qui avait plaidé l'inceste consenti, en sachant que les actes avaient commencé quand elle avait 10 ans, qui, devenu ministre quelques années plus tard, portait devant le Parlement une loi établissant à 18 ans un seuil de consentement. Avant 18 ans, le consentement à l'inceste était impossible, il le clamait dans les médias. Par un raisonnement à contrario, le consentement devenait possible après 18 ans. Et ça pouvait être tout un gouvernement qui prenait le risque, ainsi, de légitimer le principe de l'inceste entre adultes. Puis ça pouvait être les députés qui votaient le texte à l'unanimité. Le train arrivait à la gare de l'Est. Je regardais à travers la vitre les rails qui s'entrecroisaient. J'avais un petit sac à l'épaule. Je suis descendue sur le quai. Charlie m'avait redonné rendez-vous à la sortie qui donnait sur la rue du Faubourg Saint-Martin. J'étais à l'autre bout, près de celle qui donnait sur la rue d'Alsace, vers les voies 3 et 4, à l'endroit exact du hall où, avant, il y avait les chaises oranges et où j'avais parlé à mon sac de voyage. Combien d'années plus tôt, je ne le savais même plus. Des gens passaient, beaucoup de gens, tirant des valises, chacun dans sa bulle, mordant dans des sandwichs. J'ai renversé la tête en arrière pour regarder la grande verrière qui laissait passer le jour. Un type s'est retourné, sans doute surpris par le mouvement. Un tabac portait l'inscription « Découvrir Paris ». Je marchais dans la foule, j'avançais. Il y avait beaucoup d'agents de sécurité, RATP, SNCF. Un tableau lumineux indiquait le départ des grandes lignes. Le train pour Reims était annoncé. Il partait à 18h18. Je suis passée devant les arcades qui donnaient sur le parvis principal, puis devant un escalier en pierre. Des voyageurs mangeaient assis sur les marches ou sur des chaises bleu nuit disposées en U devant la partie latérale, le flanc de l'escalier, sur lequel il y avait une plaque commémorative en lettres majuscules. De cette gare partirent des milliers de patriotes français pour le tragique voyage qui devait les conduire dans les prisons, dans les camps de torture et de mort de l'Allemagne nazie. Français, souvenez-vous. Un couple passait avec de grosses valises. Je regardais les gens en me demandant comment j'aurais fait aujourd'hui si j'avais eu 13 ans et que j'avais été dans la même situation qu'à l'époque des chaises oranges, si un visage m'aurait inspiré, incité à trouver en moi le courage de demander de l'aide. Et si je me serais adressée à quelqu'un? J'étais maintenant devant l'accès au souterrain du métro. Les gens traversaient le hall dans le sens de la largeur pour aller vers les quais et rentrer chez eux par les trains de banlieue. La plupart étaient seuls, beaucoup d'hommes, quelques femmes. Une femme courait derrière une poussette, les boutiques s'enchaînaient, relais, tabac, Starbucks, des valises, des téléphones, un flux continu. Comme à l'époque où j'allais à la Sorbonne et où je courais pour prendre le bus 38 ou la ligne 4 du métro puis le RER jusqu'à Luxembourg. J'ai traversé le flux. Je suis arrivée au bout du hall. La dernière partie était plus calme. Dehors, dans la rue du Faubourg Saint-Martin, j'ai vu Charlie qui m'attendait. Il portait un bonnet rose. Il avait l'air frigorifié. Les mains dans les poches, les épaules crispées, la poitrine creusée. Il tapotait ses 2 pieds sur le trottoir pour se réchauffer. Il m'a vue et m'a souri. « Ça s'est bien passé ?»« Très bien. »